Le fait de trouver de simples pierres dans des grottes a permis à ce type d'obtenir un cube capable de débloquer. Des compétences pour lesquelles il a toujours été vu comme le plus faible. Mais à cause de cela, la fille qui a grandi avec toi et qui est maintenant populaire t'aime bien. Mais une bande obsédée par elle te frappe et t'humilie jusqu'à ce que tu touches le fond. Eh bien, cette histoire commence avec ce type apparemment normal, qui apparaît dans cette ville avec pas mal de style. Cependant, grâce à un pouvoir, il disparaît. Pendant ce temps, on voit cette fille dans une école assez ordinaire, où la petite reçoit un appel l'avertissant que bientôt ils viendront la chercher et qu'elle doit se préparer. La fille à cet âge comprend peu de choses. Mais en voyant que ses camarades disparaissent et qu'il ne reste qu'un tas de types en costume, en plus de Tourbio, c'est une situation qui change complètement l'ambiance de l'endroit. Alors elle décide de suivre les indications du type au téléphone pour finir par arriver dans un entrepôt. Heureusement, il s'avère que c'est le type d'avant, utilisant la téléportation pour sauver la fille. Le souci, c'est que les 4 précédents ne vont pas lui simplifier les choses. Pour une raison inconnue, ils ont besoin de cette fille. Alors l'épopée commence quand, rien qu'en courant, le type montre que sa condition physique est d'un autre niveau. Et quand il s'éloigne suffisamment, mettant la fille en sécurité derrière une barrière magique, il revient pour montrer son vrai niveau comme il se doit. L'humain, apparemment normal, possède une force insensée et frappe des types sans même broncher. Mais malgré cela, ses adversaires semblent aussi être une sorte de surhumain qui résistent énormément. Ils continueront jusqu'à ce que l'un d'eux meure. La tension continue de monter, le combat devient vraiment sérieux. Et les gens ordinaires le savent quand ils voient dans des immeubles littéralement lancés à la figure. Cependant, l'allié est clairement supérieur lorsqu'il désintègre tout ce qui s'approche, le transformant en une masse qui détruit son rival, l'amenant à ce qu'on appelle des cycles. Qui, tout comme dans Jujutsu, est un espace entièrement contrôlé par l'hôte du pouvoir. Le type de costume est abouti tout en démontrant qu'il n'y a aucune limite à son pouvoir. Le super-humain remonte le temps en réparant tous les dégâts pour que la petite Shen Yao ne se souvienne de rien de ce qui s'est passé et puisse continuer sa vie exactement comme elle l'avait laissé avec son ami d'enfance. Et c'est justement le protagoniste de cette histoire, appelé Xiaoxi. Cependant, à partir de là, sa vie devient assez ordinaire et nous faisons un bond de quelques années dans le futur, jusqu'à son époque de lycée. Avec la réunion typique dans un karaoké où les populaires y veulent ridiculiser le garçon discret. Alors il demande à Chen Yao qui est-ce qu'il aime, le mannequin et l'intelligent, confiant que ce sera l'un d'eux qu'il choisira. Mais il se trouve que pour elle, depuis l'enfance, la même personne l'a toujours intéressée, et elle le dit directement au protagoniste. Cependant, les jaloux vont immédiatement le raconter au chef du gang de l'école, et ce chef Dong-Yoon est obsédé par la fille. Donc le soir venu, ils finissent par lui donner une raclée, tout en le menaçant et en l'humiliant en montrant son état à la file par appel vidéo. Et maintenant, ils veulent le forcer à accepter que quelqu'un d'aussi faible que lui n'est pas à la hauteur de cette femme. Mais le gars préfère sauter du pont plutôt que de reconnaître ça, surtout après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Cependant, il perd peu à peu connaissance, atteignant le fond où il voit un curieux cube qui, lorsqu'il le touche, se lie à son corps pour une raison inconnue, le transportant à travers une sorte de tunnel jusqu'à ce qui sera son espace. Un endroit où une voix inconnue lui annonce qu'il pourra désormais se téléporter dans un diamètre de 15 mètres. Il ne comprend rien, alors il commence à utiliser son pouvoir et, tandis que les malfrats le cherchent, il se retrouve à l'école en pleine nuit. Le mieux est de se calmer. Il rentre chez lui sans utiliser son pouvoir, laissant Shen Yao tranquille, qui s'apprêtait à appeler la police. Avec plus de sérénité, il réalise que ce refuge se trouve dans le cube, où il est en maître. Pendant ce temps, la voix doit obéir à ses ordres et l'aider à comprendre comment tout va fonctionner à partir de maintenant. Quelque chose appelé le système de l'univers ultime, dont il ne comprend pas encore l'ampleur. Mais il le comprendra bientôt, car ses téléportations sont incontrôlées et limitées. Un jour, il pourrait simplement mourir parce qu'il n'a plus d'énergie ou simplement en tombant d'un endroit où il ne voulait pas aller. Donc, avec la vision élargie de 15 mètres, il peut s'entraîner à savoir où se téléporter. Mais attention, il faut éviter d'en abuser pour ne pas épuiser son corps. S'il veut tenir plus longtemps et pouvoir protéger sa copine, comme le dit la voix, il doit s'améliorer et pour cela, il doit manger des pierres, littéralement. Celles qu'on trouve dans la rue ont une certaine charge d'énergie. Plus elles sont précieuses et spéciales, mieux c'est. Alors il commence à s'entraîner avec sa nouvelle vision et il trouve une pierre normale qu'il utilise dans l'espace du cube. Le pouvoir surgit soudainement et une simple pierre de bas niveau lui ajoute 2 points de force et 1 point d'endurance, améliorant son acide désoxyribonucléique, mais en le renvoyant au lit le lendemain. Après s'être reposé, il va à l'école, où son ami semble être plus attaché à lui après ce qui s'est passé.
Cependant, après quelques flirts, ces voyous et leur chef arrivent justement en classe, cherchant le protagoniste, et le voient essayer de se cacher. Cependant, Tolavoie lui dit que les points de puissance du type, le traitant littéralement d'ordure, atteignent à peine 7 alors que lui en a 22. Même s'il tente d'éviter les ennuis et que Chenyo le repousse sans cesse, lui disant de s'éloigner. Le type est un harceleur, cette fois Xiaoxi va affronter la situation, et d'une seule poigne, le type ressent la pression. Néanmoins, son ego en pâtit, alors il finit par le provoquer en duel l'après-midi au gymnase. Le protagoniste finit par cacher cela à Chen Yao, disant qu'il rentre tôt à la maison, mais évidemment il finit par arriver à l'endroit où tout le monde se moque de lui. Après tout, il n'a jamais su se défendre et on a toujours profité de lui. Et même s'il est plus fort maintenant, il s'agit de 13 adversaires, ce qui lui laisse essentiellement 20% de chances de gagner. Heureusement, le provoquer pour avoir triché pousse Dong-Yoon à appeler son meilleur guerrier, avec 10 points de compétence. C'est un type avec une force imposante dont il doit se méfier. Il esquive d'abord la plupart des coups. Sait-il ce qui arrivera si un coup touche? Pendant ce temps, Shen Yao, en cours, ne peut contenir son anxiété. Heureusement pour le prota, la taille de son adversaire fait qu'il se fatigue rapidement. Chaque coup est plus lent, plus maladroit, et quand il parvient à l'attraper, il le détruit avec un coup de canon et une petite poussée contre le mur. Dong-Jun transpire déjà un peu, en voyant maintenant tout le monde se battre contre un seul. Le prota n'a plus d'autre choix que d'y aller de front, même si ses chances ne sont que de 30%. Tout le monde l'attaque, et plus que de se concentrer sur les coups, il doit faire attention aux coups de pied et aux attaques traîtres venant de toutes les directions. Malgré les coups de pied dans l'entrejambe, affronter autant d'ennemis simultanément commence à l'épuiser. En le sachant, tout est important. Cependant, ici le monde entier lui tombe dessus et, malgré tous ses efforts, il prend un sacré coup. Quelque chose que son chef voit comme l'occasion d'en finir avec lui pendant qu'il est derrière tout le monde. Remarquant le courage de son allié pour parler, le prota décide de l'impliquer dans le combat en lui envoyant un petit cadeau en pleine figure tout en éliminant progressivement chaque ennemi. Le respect se fait maintenant sentir, mais son énergie corporelle est sur le point de s'épuiser totalement. Cependant, Dong-Yoon doit apprendre la leçon, et tandis qu'il le supplie de ne pas s'approcher, il finit par ressembler au chef d'un autre gang ennemi. Pour se moquer de la façon dont il est humilié par un type aussi faible, et en plus, par une femme, c'est ça qui dérange le protagoniste. Il ne veut que Shen Yao ne soit pas le sujet de leur conversation. Mais il ne peut pas trop le provoquer non plus, son niveau étant désormais critique. Donc la seule solution, c'est de s'enfuir en courant, en comptant les secondes, jusqu'à ce que la téléportation se recharge. Et quand il le peut, il éteint les lumières en restant derrière ses adversaires, pour qu'il soit beaucoup plus facile de les éliminer grâce à sa vision. Même sans énergie, un coup dans la nuque est toujours mortel. Le pouvoir que l'enfant a obtenu est inhumain. Pendant ce temps, Shen Yao apparaît avec les directeurs, inquiète pour son ami. Mais dans ce cas, c'est lui qui serait essentiellement le harceleur. Elle utilise donc Dong-Jun humilié pour monter une scène, se libérant de la situation. Pendant que son ami soigne ses blessures, il comprend qu'en dépit d'être fort, son corps le limite, et c'est pourquoi il doit devenir beaucoup plus puissant. Donc, ce dont ils ont besoin, ce sont des pierres, dont il y en a beaucoup dans la ville, mais alors que certaines ont un propriétaire, les autres sont très chères. Pour l'instant, voler n'est pas envisageable. Alors, Hwami, avec les économies qu'il a, il achète un kit d'excavation pour chercher des pierres dans la nature. Ce qui le conduit littéralement jusqu'à une montagne, mais devoir creuser presque 15 mètres maintenant, ce n'est pas une option. Et comme il s'agit d'une grotte, il décide de chercher une petite fissure où son pouvoir de téléportation fonctionne, car s'il y a un endroit complètement fermé, il ne peut pas s'y faufiler. Le fait est qu'il y parvient. Il se retrouve dans cette grotte inexplorée, où à nouveau le chemin semble être bloqué. Il a déjà beaucoup progressé, alors il lui vient à l'esprit d'utiliser les courants d'air pour se déplacer, et cela finit par fonctionner grâce à son pouvoir. Le problème est qu'il est confronté à une chute gigantesque avec des surfaces plutôt instables. Et sans s'en rendre compte, parce qu'il est distrait par les pierres, il attire un serpent géant derrière lui. Au début, il ne réalise pas, et grâce au train de transport, il réussit à en esquiver plusieurs. Mais rappelons-nous que c'est limité dès maintenant, il doit avancer par ses propres moyens pour ne pas s'épuiser et finir évanoui. Alors maintenant, avec toute la prudence nécessaire, allant même jusqu'à s'attacher avec une corde, il commence à récolter les cristaux. Cependant, en reconnaissant la zone avec son pouvoir de vision, il se rend compte qu'il n'est pas seul et se tend en voyant ce serpent qui l'attaque clairement. Et même si le type, par chance, parvient à s'en sortir, il finit par tomber à l'eau, où la créature a totalement l'avantage et il ne peut pas se téléporter dans le cube. Parce que tant que cet anaconda est accroché à lui, cela dépasse la limite de capacité de ce qu'il veut déplacer dans l'espace. Alors, comme il peut,
Et avant d'être asphyxié, il se libère un peu, s'éloigne et une fois en zone sûre, il peut respirer tranquillement sans vraiment s'en rendre compte. Il vient d'ajouter à son système 11 gemmes qu'il peut même synthétiser, c'est-à-dire combiner certaines pierres pour les transformer en gemmes de niveau avancé. Ces améliorations augmentent ses statistiques et peuvent aussi lui conférer une compétence spéciale. Il lui suffit d'attendre 100 heures, ce qu'il ne peut évidemment pas se permettre dans sa situation. Alors il laisse la plupart pour la synthèse et en consomme 2 directement. Ce qui fonctionne puisqu'il obtient 2 points de vitesse et 4 en esprit. Maintenant, il retourne sur Terre et le combat est totalement différent. Le serpent encaisse-t-il vraiment des coups auxquels il ne se défend pas? Parce qu'ils portent une charge d'énergie assez forte grâce à la spiritualité, à chaque fois que leur pouvoir évolue. C'est un véritable abus. On finit par tuer l'animal. Alors que maintenant, il n'a plus qu'à attendre que ces gemmes élémentaires cuisent, tout en ajoutant une de plus provenant des restes du serpent. Il progresse plutôt bien, mais c'est aussi le cas du chef de gang qu'il a affronté lors du dernier combat, qui est en train de se remplir d'une rage assez dangereuse. Donc pour l'instant, l'intensité monte considérablement. C'est ainsi que nous restons sur le plan macabre que les nouveaux ennemis du Prota ont élaboré, lesquels sont conscients qu'ils ne pourront pas vaincre Xiaoxi seul, alors ils décident de l'impliquer avec quelques mensonges. Avec un dangereux bandit urbain, nommé Monsieur Luo, leur unique option pour se venger, bien qu'ils le redoutent grandement. Lors d'un rendez-vous important avec Shen Yao le lendemain, il est clair que le protagoniste est en train d'évoluer. Elle le voit maintenant plus fort et confiant. C'est concret quand il prend la main de la fille, qui commence à accepter que les choses deviennent sérieuses. Il lui demande de pouvoir compter sur elle à l'avenir pour les problèmes qu'il pourrait rencontrer. Même si le protagoniste le lui promet, le système du cube sait qu'il n'est qu'un menteur. En tout cas, ils continuent à s'amuser, ils passent l'après-midi ensemble et vont manger, où le protagoniste s'amuse beaucoup avec elle. Il lui a même préparé un cadeau. Et c'est la gemme de malachite qu'il a prise au serpent. La fille a l'air très heureuse de ce qu'elle reçoit. Leur relation devient plus forte, et maintenant ils ont l'habitude de venir ensemble à l'école. Cependant, cela arrive ici. Et pendant que Xiaozi l'attend, comme d'habitude, la fille semble prendre un peu plus de temps que d'habitude. Mais quand une demi-heure s'est écoulée et qu'il entend des jeunes parler d'une disparition dans la zone des appartements, le protagoniste s'inquiète car elle vit dans cette zone. Il panique rapidement, parcourt pratiquement toute la ville pour se retrouver face à un tas de policiers. Et la mère de Chen Yao pleure parce que sa petite a été enlevée. Durant la nuit, le protagoniste est envahi par une rage inexpliquée. Le système lui conseille de la maîtriser. Cependant, en voyant Don Jun réapparaître à nouveau, sortant de toute cette foule, il ne peut plus se contrôler. Le type se dirige vers une ruelle assez isolée où on voit bien qu'il est très nerveux. En rencontrant un protagoniste qui veut actuellement détruire quiconque s'approche de lui, il est terrifié, et ici, le protagoniste veut des réponses immédiatement après avoir vu son expression. Le malfrat chef d'un gang, le méchant de son quartier, ne peut pas cacher le secret plus de 10 secondes. Et il s'avère que la fille et son associé ont été capturés par Monsieur Lugo, qui est en gros le chef d'une mafia très dangereuse. Malgré tout, ces deux losers voulaient l'utiliser pour se venger du héros. Heureusement, Monsieur Yoon s'est retiré à temps, mais son associé est en train d'être torturé en ce moment. Et comme le monsieur n'aime pas qu'on joue avec lui, il finit par être assez sadique, le menant jusqu'à la mort. Pendant ce temps, la jeune fille assiste à toute la scène car par pure coïncidence, et pour la chance du mafieux Shen Yao, c'est quelqu'un dont il a effectivement besoin. En effet, comme nous nous en souvenons, lorsqu'elle était enfant, elle a été sauvée de façon incroyable par un inconnu qui a anéanti à lui seul tout un groupe d'élite. Cet homme, appelé Shiguki, a des comptes à régler avec Monsieur Lao et ils sont à sa recherche. Malgré tout, Talil, en plus d'être très jeune à l'époque, a perdu la mémoire, donc elle ne sait vraiment rien. Et la meilleure chose à faire pour un type qui souffre d'une colère incontrôlable, c'est de la frapper jusqu'à ce qu'elle se souvienne. Heureusement, son majordome, qui fait office de conscience, parvient à l'arrêter. Parce qu'ils peuvent utiliser la fille pour faire chanter Shiguki. Et puisque l'origine de tout son pouvoir est mystérieuse, ils ne peuvent tout simplement pas la laisser voir la fille battue, mutilée ou même morte. Parce qu'il pourrait exploser dans une puissance si intouchable que même tous les assassins experts qu'il a engagés ne pourraient pas la gérer. La fille leur est utile, mais pour l'instant, il vaut mieux la garder en vie. Quelque chose qui apaise la colère du maître et où le majordome dit à Shen Yao de coopérer, car il ne sait pas si la prochaine fois, il pourra la sauver. Pendant ce temps, le protagoniste découvre seulement maintenant qui est Monsieur Lugo et son importance dans la ville. Car il s'avère être un voyou de première classe que rien ni personne ne peut vaincre. Il y a des années, il a décidé tout seul de frapper un professeur très influent dans la ville. En fait, tout le monde savait que la famille de la victime prendrait sa revanche. Cependant, malgré leur richesse et leur respect,
Rien qu'en voyant la présence de Monsieur Jean Lugo, ils ont fini par s'agenouiller devant lui. Au point qu'après leur départ, ils restaient encore dans la même position. Cet homme et sa famille étaient aussi importants que ça. Cependant, un jour, un homme mystérieux sans origine connue est arrivé en ville pour s'en emparer pendant quelques jours. Ce qui a suffi pour que le grand seigneur Lugo, qui contrôlait tout, finisse humilié et avec 2 doigts en moins. Depuis lors, cet homme a consacré son temps, son argent et même le respect et le soutien de sa famille pour retrouver et se venger de l'incontrôlable inconnu. Alors maintenant qu'il a la fille, qu'il peut utiliser sauf quand elle était petite, il ne va laisser passer aucune chance de le retrouver. Le protagoniste trouve l'histoire intéressante et l'information précieuse, mais sa seule priorité est de sortir Shen Yao de ce jeu mafieux. Il remercie Don Yoon pour l'information, il finit par être pardonné. Mais ce dernier l'avertit que de simples étudiants ne peuvent pas rivaliser avec des mafieux de ce niveau. Le protagoniste lui demande de ne pas se comparer, menaçant d'aller chercher la fille pendant qu'il irait chercher la police. En effet, de manière calculée, la gemme qu'il lui a donnée émet un signal qu'il peut facilement localiser. Et cela le conduit jusqu'à ce bâtiment abandonné, où Jean Lugo est en train d'organiser les voyous dans lesquels il a dépensé sa fortune. Plusieurs groupes d'assassins d'élite, comme ce ventriloque macabre. Le système indique au protagoniste qu'il y a 7 niveaux de puissance supérieurs à lui dans la zone. Et la seule amélioration qu'il peut faire est une pierre qu'il est encore en train de raffiner et qui sera prête dans 30 minutes. Elle est prête à 99%, mais il décide quand même d'avancer. Il n'y a pas de temps, étant repéré par les assassins, qui le voient comme un simple gamin d'école perdu, alors ils doivent se débarrasser de lui. Le protagoniste se retrouve donc devant un immeuble de plusieurs étages, couvert de cadenas. Mais avant de les briser, un type géant lui fait face en lui disant que ce n'est pas un endroit pour les enfants. Le protagoniste l'analyse avec le système et se rend compte que le niveau du type est de 55, soit 5 points de plus que le protagoniste. Pour la première fois, il doit combattre avec prudence. Un seul coup de poing de son adversaire pourrait l'assommer sur le champ. Pendant ce temps, Monsieur Luo, pour divertir un peu Shen Yao, décide de lui montrer les caméras afin qu'elle puisse voir par elle-même comment son petit ami se fait battre à mort, se moquant ainsi du courageux qui veut gravir la tour. Et c'est que la force et la résistance de son adversaire ne sont vraiment pas à prendre à la légère. Il ne peut qu'utiliser sa rapidité pour placer quelques coups, mais en réalité cela ne suffit pas. Il est doué pour un étudiant, mais dans ce monde secret, il a encore des lacunes. Malgré tout, le géant est trop confiant et dans un duel de vitesse, un peu de puissance du héros suffit à le mettre au tapis. Par raid, où ses attaques dévastatrices s'intensifient, il se laisse emporter par la situation tandis que le système analyse son adversaire, dont la technique consiste à anticiper les attaques. Après l'avoir distrait, il feint de donner un coup de pied. Et il utilise son pouvoir pour finir par recréer un marteau qui lui écrase sur la tête. Une surprise pour l'adversaire car nous ne sommes pas sur un ring. Pour un combat équitable, il doit sauver sa copine. Il continue de monter les escaliers, mais il parvient de justesse à éviter des kunai lancés par un type qui réussit à le laisser suspendu aux escaliers, ce qu'il ne comprend pas. Comment ce gamin faible a-t-il vaincu le géant? En le sous-estimant, il lui permet de reprendre ses esprits pour le combat suivant. Cependant, ce qui semblait lui donner un avantage n'est qu'un décor où l'obscurité rend son adversaire bien supérieur, avec en plus un niveau de 75. Cependant, cela ne veut pas dire que le protagoniste n'a pas lui aussi une aide visuelle, qui fonctionne même mieux là où la lumière du soleil ne frappe pas directement. Ainsi, nous avons un combat qui commence de manière assez équilibrée, même si l'adversaire semble contrôler des objets à des vitesses incroyables et que le protagoniste est supérieur au corps à corps. Malgré ses grandes souffrances pour obtenir sa vision, ses mouvements ne peuvent pas être si prévisibles, en pensant être le seul à voir. Alors Qiao aussi finit par le chasser, et avec un coup assez bas, il élimine un ennemi de plus. Cependant, il s'agissait d'un groupe de 3, et leur chef détient le record d'éliminer n'importe quel adversaire en 10 secondes. Une force reconnue même par l'autre groupe d'assassins qui travaillent pour le Seigneur, qui d'ailleurs paraît bien plus destructeur. Le fait est que la chance du protagoniste s'épuise car il tombe sur Beowulf. Bien qu'il ne s'attendait pas à affronter un vieux musclé, il ne va pas le sous-estimer. Et il attaque en premier, assistant à toute la force accumulée dans un surhumain, plutôt bavard, qui fait ressentir chaque coup. Il débute la raclée, les 10 secondes cruciales à surmonter. Mais même s'il utilise des astuces ou génère des objets de toutes sortes, il va bientôt s'évanouir sous la quantité de coups de poing reçus au visage. Même en essayant d'esquiver et de reculer. Le surhumain ne le lâche pas une seconde, il continue d'attaquer, et le corps du protagoniste commence à tomber. Tout son intérieur est en train d'être écrasé. Maintenant, Xiaoxi est complètement à la merci de son système, car avec la plupart de ses côtes cassées,
celui-ci l'informe que le raffinage des gemmes est enfin terminé. Son corps brisé, il sent l'électricité. Force 11 points, endurance plus 6, agilité plus 7. L'échauffement pour Xiaoxi est terminé. Il se relève à nouveau, son adversaire reconnaissant qu'il s'agit d'un véritable combat d'hommes. Mais maintenant, c'est entièrement au tour du protagoniste de frapper. Chaque coup de poing est rempli d'énergie, ils sont même invisibles pour le muscler. Cependant, Pet son corps met quelques secondes à s'adapter à une telle puissance. Le protagoniste souffre, réalisant soudainement ce petit détail qu'il avait ignoré jusqu'alors. Ce niveau suffit pour endormir son rival. Son énergie est illimitée, brisant l'entrée avec le corps du type. Le grand seigneur Yan Luo commence à désespérer. Qui est ce gamin méprisable qui a anéanti le groupe pour lequel il a tant payé? Cependant, Harry, son majordome, le calme, en disant qu'il lui reste encore la mafia des 1000 hommes, qui est bien plus puissante. Et ils vont sûrement en finir avec lui lors du prochain combat. Car ils n'ont pas seulement plusieurs génies, mais aussi cette petite fille, qu'il n'est même pas nécessaire de présenter, il suffit de savoir que c'est un monstre. Le protagoniste progresse dans sa carrière, mais sa condition se détériore de plus en plus. Il y a plusieurs combats et son corps n'est pas immortel, il a trop de contusions. Cependant, s'il s'arrête maintenant, ses jambes ne vont plus lui répondre. Malgré la supériorité évidente de ses adversaires, il doit sauver la personne qui compte pour lui et qui est à leur côté. Le cube le prévient qu'en plus, son système physiologique est affecté et que toutes ses émotions stressent le reste. S'il ne se contrôle pas, il s'effondrera. Le prota en tiendra compte, mais maintenant il doit ouvrir la porte suivante avec ce qui l'attend. En effet, cela ne semble guère prometteur. Avec un type à la présence abyssale et une fille accro, excitée littéralement à l'idée de voir souffrir ses victimes, la situation commence une fois de plus à devenir tendue. Ainsi, le protagoniste poursuit sa quête pour surmonter l'épreuve et récupérer sa copine. Et maintenant, dans un salon où l'obscurité n'est plus contre lui et où il n'y a pas de vieux musclés, nous avons cette petite appelée Kui, aux côtés du type mystérieux, un duo étrange. La fille s'approche du protagoniste pour mesurer son niveau de magie, mais celui-ci n'a pas de compétences mesurables. Et intérieurement, il apparaît que son niveau est de 0. Ce qui ne laisse que l'option que sa force vient uniquement de l'entraînement physique et des améliorations régulières. Une personne avec un tel état est le rêve humide de cette fille. Il se présente gentiment, mais après la poignée de main, il lance son premier coup. Quoi qu'il en soit, il répond sans réfléchir, faisant frissonner la fille qui ressent une véritable force brute. Elle est clairement assez folle, et le protagoniste le sait quand elle commence une chorégraphie de coups de poing et de pieds sans arrêt. Cependant, alors que la fille s'amuse, le protagoniste fatigué semble avoir plus de mal à rester concentré. Il ne peut donc répondre qu'avec sa force. Pendant ce temps, la fille, sans se protéger, voit son sang voler partout dans la pièce. Malgré cela, elle affirme que pour être un homme fort, ses poings sont faibles. Pendant ce temps, on voit une étrange aura commencer à entourer cette fille, et son camarade lui dit que ce n'est pas le moment d'utiliser sa capacité. La fille sent qu'elle est face à un adversaire digne de s'amuser. Et c'est ainsi que des griffes et des dents très aiguisées lui poussent, qu'elle plante dans Xiaoxi. Pendant que la fille devient de plus en plus agressive, rapide, et quand il s'y attend le moins, elle goûte son sang à toute vitesse. Cette situation est assez anormale, différente des guerriers qu'il avait affrontés auparavant. Car cette fille semble possédée et l'éviter est très difficile, car elle a aussi une bonne force. Si le protagoniste ne devient pas sérieux, il va finir par mourir, non pas à cause des coups, mais parce que la fille continue de lui aspirer le sang, tel un vampire. Curieusement, elle est une vraie bête, contrastant avec la pureté et le raffinement du protagoniste. Il aide son corps à évoluer à un point de perte de contrôle que même son camarade doit essayer de la calmer en l'endormant avec des aiguilles. Cependant, ça ne marche pas complètement, donc il doit vraiment faire très attention à elle. Pendant ce temps, le protagoniste sait que si ce super-humain rejoint le combat, il ne pourra pas gérer les deux adversaires, car même sans trop bouger, il montre déjà qu'il est dangereux. Et il est clair qu'il se retient parce qu'il ne peut pas s'éloigner de Kui, probablement parce qu'en exposant sa puissance, il finirait par perdre le contrôle. Le type, visiblement nerveux, propose au protagoniste de le laisser passer sans se battre s'il cherche la fille du dernier étage. Cependant, Xiaoxi est intelligent, il sait que ces types ont été engagés pour de l'argent et il doit s'assurer que lorsqu'il leur tournera le dos, ils ne vont pas l'attaquer. Alors en faisant semblant d'être confiant, même s'il est presque mort, il dit au type de lui donner une preuve de loyauté. Et puisqu'il est acculé, il lui propose de signer un pacte de sang, de non-agression de tout son clan. Le protagoniste aurait cédé à sa seule parole, mais il se contente de rire. Le vieil homme est impressionné par la ténacité des jeunes d'aujourd'hui.
Il informe la blonde que les plans ont changé en raison de la situation de Kui et qu'ils vont se retirer. Cependant, en seulement quelques secondes, une présence étrange semble assommer la jeune fille, qui n'est autre que le grand Sigekui, qui décide enfin de faire son apparition. Les plans de Monsieur Yanluo changent. Sans assassin, le majordome suggère qu'il se retire. Le millionnaire est assez têtu et dit au ventriloque macabre qu'il le paiera le triple s'il parvient à tuer Shiguki. Cependant, ce type ne vit que pour les choses bandeuses qui l'intéressent vraiment, et il n'aime pas qu'on essaie de le manipuler même si on le paie. En effet, celui qu'on appelle Musan est le membre le plus arrogant d'un groupe connu sous le nom d'Os Maléfique. Et maintenant, ce type est très intéressé à défier le protagoniste pour nous offrir ce qui sera le meilleur combat au corps à corps, avec des niveaux de puissance incroyables depuis le début de la série. Et en effet, alors que l'étudiant blessé reprend son souffle, il sait qu'il doit continuer d'avancer s'il veut sauver sa copine. Alors il entre dans la pièce suivante, cette fois en essayant de repérer les ennemis puissants qui lui restent à affronter. Mais pour une raison quelconque, l'une des marques a complètement disparu. Ce qui serait positif si ce n'était pas parce que son dernier adversaire était Musan. Un type qui, selon l'analyse du système, n'a qu'un niveau de magie de 7, un gars plus faible que les bandits auxquels l'école faisait face. Mais sa présence est assez contradictoire, et surtout avec la marionnette qui l'accompagne et qui possède une pierre magique à l'intérieur. Ici, Xiaoxi ne sait pas quoi penser, et il ne lui reste pas beaucoup de temps non plus, car le type commence avec un coup de pied mortel. Et avec l'animation de 6 épisodes de solo leveling en une seule scène, le combat épique commence. Et il s'avère que le type, tout comme le protagoniste, n'a pas de magie, car tout son niveau vient de compétences bien plus difficiles à obtenir. Comme c'est le cas pour Xiaoxi, la force, et dans le cas de son rival, la technique, en utilisant des talismans et la ventriloquie. Du coup, le combat devient un corps à corps épique, avec toutes sortes de coups de poing et de pied. Musan est tellement impatient de voir laquelle des deux forces est supérieure, et le protagoniste est obligé de s'adapter au combat. Le combat devient de plus en plus serré, utilisant tout le décor à son avantage. Les murs et les colonnes commencent à être détruits, tandis que Xiaoxi essaie d'empêcher son adversaire d'utiliser ses talismans, lançant tout ce qu'il a sous la main. Cependant, Musan est très rapide et lorsqu'il assène quelques coups aux côtes, en combinant ses talismans explosifs, ils atteignent le protagoniste, le faisant reculer. C'est un point négatif car cela lui donne de l'espace pour utiliser sa marionnette, qu'il contrôle à distance avec une grande précision tout en tirant une quantité de rayons par seconde qui ne peuvent être bloqués qu'au millimètre près. Et Xiaoxi le sait sans s'attendre à ce coup de poing létal de son adversaire, qui, par sa force, il est vrai, le fait saigner abondamment. Mais cela lui donne aussi l'occasion de se moquer du type en gagnant en assurance, ce qui désespère Musan pendant qu'il prépare un coup de poing qui, en frappant avec une telle force, lui arrache une partie des cheveux. Cependant, ce coup de poing était mortel et grâce à son talisman défensif, le type se relève à nouveau. C'est très mauvais car Alokaneki sait que les cheveux blancs lui confèrent sa forme ultime. Xiaoxi sait qu'il est en difficulté lorsqu'il commence à se faire démolir à coups, à une vitesse qui lui laisse à peine le temps de se rendre compte que son adversaire lui remplit le bras de talismans. Pendant ce temps, il ne peut qu'esquiver, tandis que la marionnette joue maintenant avec lui. Pendant ce temps, Musan raconte que chacun des talismans qu'il lui colle coûte 5 millions de yens. Vaincre le protagoniste lui coûte donc 25 millions au total. Pour le mettre à genoux, il va maintenant le faire exploser. Pendant ce temps, Monsieur Lugo semble satisfait ayant l'argent. Cependant, confiant de sa victoire, il voit Xiaoxi apparaître au milieu des flammes, utilisant sa pelle d'excavateur, qui coûte au maximum 25 yens pour se protéger le visage. Musan ne comprend pas ce qui se passe, il s'affole, attaque à grande vitesse. Mais le protagoniste, sans raison de comprendre la compétence, finit par être bien plus rapide, prenant rapidement son adversaire pour un sac de boxe. Il lui rend tous les coups et bien plus encore, tout en détruisant ses armes et en lui arrachant brutalement la couleur blanche de ses cheveux. Le type est détruit, mais le protagoniste aussi. Bien qu'il ait gagné, il est sur le point de s'évanouir. Pendant ce temps, Monsieur Lugo, avec son majordome, sait qu'il doit utiliser sa dernière arme restante. Cependant, il semble que Musan n'en ait pas fini avec la dernière explosion de sa marionnette. Pendant qu'il s'échappe, heureusement, sa poupée ne répond pas, mais la bataille continue. Le type continue de dépenser beaucoup d'argent en talisman pour éliminer le héros, qui ne peut que tomber en esquivant. Le problème, c'est que lors d'une nouvelle explosion, le feu parvient à l'encercler. Il perd un peu connaissance en se rappelant Shen Yao. Alors, il ne peut pas abandonner. Il doit se donner une dernière impulsion, entraînant Musan avec lui dans un grand élan vers le sol, ce qui se termine par une explosion qui laisse Xiaoxi assez brûlé.
Malgré sa blessure grave, le type réussit à s'échapper avec la marionnette grâce à sa vitesse. Il était vraiment fort. Mais le protagoniste pressé monte au dernier étage et trouve le perdant qui lui demande « Où est la fille ?» Mais en la libérant et en pensant que tout va bien, c'était un piège de Monsieur Lugo, qui avait une bombe et les enferme sous les talismans de Moussan. Alors le prota, comme mesure désespérée, enferme la bombe dans son cube. Faisant croire à la fille que tout va bien, qu'ils pourront être ensemble, ils se retrouvent. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 10 secondes plus tard, quand on voit l'explosion dans le système et qu'elle se combine avec celle de la marionnette restée à l'intérieur, il est détruit de l'intérieur, laissant un trou dans le cube. C'est quelque chose que le protagoniste ne savait pas et qui le laisse totalement immobile. Pendant que la jeune fille, essayant de le ramener à la raison, reçoit une balle de Monsieur Lugo qui décide de finir le travail avant de partir. Shen Yaofinite est morte, tandis que Shigoki apparaît sur les lieux pour la prendre une fois de plus dans ses bras. Et dire au protagoniste qu'il est encore incapable de se protéger. Et il ne pourra rien faire pour une fille qu'il ne comprend toujours pas, le laissant complètement blessé, un peu confus et sans sa petite amie. Ainsi, après la grande bataille, le protagoniste reste accablé, n'ayant rien pu faire pour sauver sa copine. En fait, ses pouvoirs sont limités en ce moment. Le cube est à sa limite et les seules compétences disponibles sont la téléportation et la vision augmentée. Alors qu'il ne sait pas comment répondre à la mère de Shen Yao à propos de ce qui s'est passé. Cependant, une mystérieuse femme apparaît ici et dit avoir des informations sur la localisation de Monsieur Yan Luo. Ils emmènent le sujet jusqu'à un café, où nous découvrons que la mystérieuse jeune femme parvient à confirmer le soupçon que le protagoniste avait. Depuis un moment déjà, dans ce monde où l'on sait qu'il existe des surhumains, des mutants et même des cultivateurs. Il était pratiquement évident qu'il devait y avoir une organisation chargée de garder tout sous contrôle. Et que, selon elle, elle le protège même depuis qu'il a obtenu ses pouvoirs. Quelque chose qui lui est indifférent car quelqu'un voulant le protéger n'a pas 3 hommes armés avec lui. Pendant ce temps, elle-même est sur ses gardes, alors elle lui dit qu'il ne pourra pas la capturer de toute façon, donc le mieux serait de se calmer. Le prota confirme qu'elle appartient vraiment à une agence de contrôle des surhumains. Alors, voulant savoir ce qu'elle cherche, elle lui dit qu'elle a besoin de son aide pour une mission de mercenaire. Et quelqu'un qui a atteint le grade B en 1 mois est le candidat parfait. Le protagoniste dit qu'il peut accepter ses missions en échange d'informations sur Yan Luo, mais surtout sur Shigoki, qui est maintenant sa cible. La fille semble accepter quelque chose d'étrange trop vite. Cependant, s'il lui laisse du temps pour l'école afin de ne plus échouer, en plus d'une récompense de 50 000 yens, il finira par accepter. Cependant, il semble qu'avant cela, elle testera son aptitude pour cette tâche et l'évaluera bientôt. Pour le protagoniste, c'est une alternative un peu risquée, mais c'est la seule qu'il ait en ce moment. Car en plus de la force, il a besoin d'informations et s'infiltrer dans cette agence peut lui apporter de grands bénéfices. Cependant, la fille, déjà dans sa voiture, admet qu'elle collabore avec le protagoniste uniquement parce qu'elle sait qu'il a récemment éveillé ses pouvoirs. Et c'est un garçon naïf qu'ils peuvent manipuler. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'avec l'aide de son cube, il écoute toute la conversation sans être détecté. Quelque chose d'intéressant, c'est quand elle mentionne qu'elle ne révélera pas de grands secrets sur ce que le protagoniste cherche, elle va simplement lui donner quelques rapports de niveau D, car il est évident qu'il ne connaît pas les clans puissants. La fille allait veut le tromper. Cependant, Xiaoxi peut utiliser cela à son avantage, car l'agence peut encore lui être utile. Le lendemain, en se rendant à l'endroit indiqué dans la forêt, il semble se perdre parmi tous les arbres. Cependant, il tombe sur ce qui semble être un manoir ultra secret, où l'on trouve tous les luxes, de jolies servantes et des gens de toutes sortes, prêts pour l'épreuve. Et en fait, cet hôte leur explique qu'ils devront démontrer différentes qualités pour obtenir le poste de garde du corps. La première étant la prise de décision, où le protagoniste et les autres sont emmenés dans une salle de casino, où ils reçoivent 5 jetons gratuits, et sans tricher ni voler, ils doivent les transformer en 10 jetons pour réussir l'épreuve. Clairement, et comme cet inconnu le dit, il y a des jeux apparemment simples auxquels les gens vont aller. Ils peuvent tout perdre en un instant. Le prota en est conscient et cherche donc un autre type de jeu, dans ce cas, un jeu de concentration. Comme c'est le cas avec les 3 verres et la pièce, où il n'a même pas besoin de tout miser en un seul coup. Cependant, le type d'avant arrive pour le défier à la table. Et avant de céder à la pression, le prota décide qu'ils vont miser tous les jetons entre eux deux, prenant son adversaire par surprise. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter. La responsable commence un jeu de main assez difficile à suivre. Cependant, l'adversaire, confiant, semble avoir une réponse sans même y réfléchir, tandis que le prota, moqué par tout le monde, décide de miser. Parce que le jeton est dans l'une des mains des filles, ça n'a pas beaucoup de sens.
Cependant, en réalité, les règles n'ont jamais précisé que le jeton devait être dans les verres. Les deux distractions de la responsable ont trompé tout le monde, mais pas le protagoniste qui repart avec le double de ses jetons, laissant les autres s'arracher les cheveux. Ici, d'autres personnalités y parviennent aussi et quelques épreuves supplémentaires finissent par laisser un petit groupe d'élus pour devenir les gardes du corps de celui qu'on leur présente comme Monsieur Pierrot. Un millionnaire qu'ils doivent protéger puisqu'il l'accompagne le soir à un banquet important et pour lequel ils viennent de recevoir leur paiement à l'avance, une somme de 3 millions de yens. Ce qui fait s'évanouir le protagoniste, car la fille qu'il a engagée ne lui a donné que 50 000 sur toute cette récompense. Malgré tout, il doit avancer. Et il se rend compte que pendant le fameux banquet, il y aura plusieurs événements importants, comme une vente aux enchères où le Monsieur Gordeau cherche des reliques en particulier. Et l'une d'elles semble familière au protagoniste par son nom, car il semble s'agir d'une pierre d'obsidienne, un objet que son système lui avait demandé lorsqu'il était si mal en point. Donc cette mission peut lui offrir des connaissances et même une amélioration pour son cube. C'est ainsi que la nuit tombe, les gardes du corps commencent à se préparer. En arrivant à la villa de luxe remplie de millionnaires, certains plus louches que d'autres. Mais après l'accueil vient le cliché des riches. Faire des activités bizarres. Dans ce cas, on déploie un cristal assez grand et renforcé juste pour révéler une énorme bête, un crocodile, à l'intérieur. Il est clair que ce n'est pas un animal destiné uniquement à être observé. C'est un rituel qui existe depuis des années parmi ces riches, où un guerrier choisi doit affronter la bête avec des armes classiques, en essayant de lui arracher une cloche sans mourir. Avec comme motivation pour celui qui ose, un tas de lingots d'or pour voir si la cupidité les transforme en champions. Mais attention, une fois entré dans la cage, personne ne peut en sortir, ce qui arrange bien les riches, qui eux ne se mettent jamais en danger. Ainsi nous voyons le premier guerrier qui, constatant que la créature dort, peut en tirer profit. Il crie son nom pour qu'on l'entende, puis enlève la cloche avant de pouvoir réagir. Il se fait dévorer. D'une manière tellement satisfaisante et bien méritée pour un idiot. Clairement, cette créature n'est pas normale. Et comme l'explique l'hôte, il s'agit de la dernière expérience de biogénétique, de ce qui est clairement sa propre organisation secrète. Ainsi, tandis que certains spectateurs sont horrifiés, surtout les femmes, d'autres apprécient en sachant que c'est le spectacle pour lequel il perd. Le prota sait que c'est assez macabre. Mais quand il voit qu'un des gardes du corps de ces riches décide de se porter candidat, il est surpris et son compagnon lui explique qu'au cas où il n'y aurait pas de volontaire, on choisit un garde du corps. Ce salaire journalier de 3 millions a sûrement une justification, bien qu'il se fasse tout de même arnaquer. Ici, le volontaire y va assez confiant, car malgré la vitesse accrue de l'animal, il sait que s'il garde ses distances et attaque avec des lances, il peut le blesser jusqu'à ce qu'il commence à s'épuiser. Cependant, Xiaoxi sait qu'il ne prend pas en compte les améliorations génétiques, et c'est pourquoi il est plus que condamné. Quelques morceaux volent un petit par-ci par-là, des yeux se retrouvent sur les vitres, la scène se remplit du sang des victimes. Chaque mort fait augmenter la récompense en lingots d'or. Donc, avec ces conditions, 2 nouveaux candidats apparaissent, l'un d'eux étant le gars dur de l'équipe du Prota. Tandis que l'autre est quelqu'un de travailleur qui cherche seulement à être validé, à être reconnu par son patron. Ce qui fait que s'il y a 2 candidats en même temps, ils doivent d'abord s'entretuer. C'est illogique parce qu'ils finiraient très fatigués pour le combat contre l'animal. Cependant, le type dur a l'air détendu car il ne lui faut que quelques secondes pour attaquer son rival. Et avec une capacité vampirique, il aspire son sang, son énergie. Ce qui le rend justement plus puissant pour affronter la bête. Il n'utilise pas d'armes pour que le combat soit équitable. Et malgré cela, il a des réflexes et une présence si impressionnante que, avec une habileté surprenante, il arrache la tête de la bête. Dans un coup fatal instantané qui fait de lui l'un des favoris évidents. Et Xiaoxi sait que son niveau, c'est dans la même catégorie que lui. Pendant ce temps, il reçoit la cloche et l'or en récompense. Cette victoire mérite un toast entre ces riches qui n'ont même pas besoin de lever le petit doigt. Et c'est pourquoi eux-mêmes s'attendent à ce que l'autre ne leur offre pas seulement cela, mais qu'il les surprenne. Et apparemment, c'est ainsi que nous arrivons au plat principal. L'ascenseur commence à monter de nouveau. Pendant ce temps, Xiaoxi, toujours sans les statistiques du cube. Tu peux sentir que cette bête possède un pouvoir bien trop écrasant et qu'à aucun moment elle ne sera sous le contrôle de qui que ce soit. Il s'agit de l'expérience ultime de la biotechnologie, le dangereux Togud X7, qui va nous ouvrir la voie à un véritable chaos dans cet endroit. Cependant, cela sera pour un prochain résumé, car c'est ici que se termine le chapitre 9. Il est évident que cela plaît à tout le public, nous qui sommes fans de séries pas trop compliquées. Même avec cette qualité de production,
il est très probable que cela se termine avec 12 épisodes. En nous rapprochant des batailles finales, que, comme toujours, je mettrai en ligne immédiatement sur cette chaîne. En fait, toute mise à jour ou nouvelle apparaîtra sur la chaîne. C'est pourquoi le mieux, c'est de vous abonner et d'activer la cloche. Comme ça, vous ne raterez pas cette série ni les nombreux donghua que je publie sur la chaîne. L'animation maintient son niveau élevé avec des pics épiques, comme déjà observé. Bien que l'histoire manque de profondeur, elle reste divertissante. 2500 likes pour la suite. J'aimerais savoir dans les commentaires ce que vous pensez du nouveau donghua, afin de continuer à en publier plus souvent. Pour ma part, ces histoires, ça suffit. Et en attendant d'avoir plus de chapitres de ce donghua, je vous laisse avec une autre de ces histoires, qui est vraiment très bonne et assez méconnue. Comme le héros incroyablement possédé par le pouvoir, respecté par les hommes, et qui fait craquer les dames. Littéralement, le gars s'appelle Nis. Il meurt 10 minutes après le début du premier chapitre, devant un salarié qui vient de perdre son emploi. Mais cela va changer sa vie. Eh bien, cette histoire et la proposition des désormais populaires studios chinois nous présentent Nis, la figure du héros parfait dans le monde. Avec son grand pouvoir et son image impressionnante donnée par les entreprises, c'est un personnage intouchable. Et pour cela, il est soutenu par l'expert en marketing et protagoniste Lin, qui écrit et réalise les publicités pour diviniser Nis. Et que tout le monde puisse le voir partout. Récemment, en tentant de convaincre les gens qu'ils peuvent se motiver et devenir des héros, il se voit opposer un refus par ses supérieurs. Puisqu'ils ne peuvent pas permettre aux pauvres roturiers de la ville de se sentir importants, ils doivent simplement continuer à être les fans de la seule personne vraiment importante. Le protagoniste se fait mettre à la porte si poliment qu'il se retrouve au dernier étage se demandant « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Ou bien est-ce que le mieux serait tout simplement de se jeter dans le vide? Du moins jusqu'à ce qu'il sente une grande présence derrière lui, qui n'est autre que le légendaire Naïs, imposant comme toujours, invincible et respecté de tous. Alors qu'il le voit s'approcher, la caméra ralentit, le type lui fait même une petite émotion. Et c'est lui qui se jette dans le vide, on voit clairement sa tête se décaler un peu en touchant le sol. Link est sous le choc, il ne comprend pas. Comment le grand Nis, qui a toujours su voler, se retrouve-t-il écrasé au sol? Que s'est-il passé? Des gens superficiels, indifférents, rencontrent notre protagoniste. Après cet hommage, ils devront passer de nombreux coups de fil car ils sont vraiment dans le pétrin. Ils sont l'équipe de travail du héros de Nis. Ils tentent bien d'interroger le protagoniste, mais honnêtement, il n'a été que témoin du plongeon, rien de plus. Alors cette femme d'affaires blonde appelle le patron en essayant de ne pas l'alarmer. Alors que le protagoniste tente de s'échapper, il l'assomme d'un coup de seau de peinture sur la tête, révélant ainsi la vérité. Link ressemble incroyablement à Nis, alors ils ont le plan parfait. Pour ne pas semer la panique, ils le transformeront en leur héros. Quelques jours plus tard, le protagoniste, après un traitement capillaire un peu douteux, devient le remplaçant. En une semaine, il l'avait oublié. Où est passé le véritable héros? Personne ne s'en souciait, puisqu'ils ont maquillé le cadavre pour le faire passer pour Link, tuant ainsi l'ancienne identité du protagoniste. Seule sa mère s'y est intéressée, ce qui était lourd à porter pour le prota. Il sait que c'est l'occasion de donner un sens à sa vie ordinaire. En réalité, il ne leur avait rien dit. Dans ce monde, le pouvoir des héros dépend de la confiance de leurs partisans. Si les gens sont satisfaits de leur héros, la personne devient plus puissante, ce qui permet à n'importe quel humain de gagner en confiance, de devenir plus puissant et de développer de meilleures caractéristiques qui se manifestent dans son corps et dans sa puissance. De plus, la blonde, une femme qui sait maintenir des images artificielles de célébrité, l'emmène rencontrer celle qui est sa petite amie. Tout un spectacle pour les masses. Cependant, le gars est très nerveux, parce qu'il a toujours aimé la fille, il en rêvait déjà quand elle faisait des publicités, et maintenant il va pouvoir avoir un contact avec elle. Mais il est probable qu'elle devrait rencontrer son petit ami et le découvrir rapidement. Malgré tout, on l'envoie à la guerre sans armes, et il n'a d'autre choix que de montrer de la confiance. Il prend la fille par la main, agissant comme Nis. Le problème est que leur rencontre a lieu lors d'un événement du couple parfait, où on vérifiera à quel point ils se connaissent via des questions. Et tout cela est animé par un autre héros assez insignifiant, qui le déteste et qui soupçonne déjà que ce Nis n'est rien d'autre qu'un imposteur. Heureusement, Fanjir, le protagoniste de la fille, répond parfaitement à toutes les questions, même celles que la fille ne connaît pas, tel un vrai fouineur. Cela fait rougir la fille, tandis que le héros hater s'impatiente. Malgré sa prévoyance, en apportant le détecteur de mensonges, cela ne fonctionne pas. Parce qu'il essaye de faire avouer à Nis si Moon est sa petite amie ou si c'est juste une histoire inventée sur Internet. Techniquement, ce serait la deuxième option. Néanmoins, il y songea brièvement.
Et il le fait très bien, donnant une réponse incroyable qui satisfait tout le monde, sauf ses ennemis. Il dit qu'elle n'est pas sa petite amie, mais sa déesse, comme Link le ferait. Une preuve supplémentaire de l'authenticité et de la profondeur de leur relation amoureuse. Et les réseaux explosent de fans soutenant le petit couple et par conséquent, améliorant les statistiques du protagoniste. Humilié, le héros 250 décide d'utiliser une chose de plus. Et il fait alors apparaître l'ancien chef du marketing qui, après avoir été licencié suite à la supposée mort du protagoniste, est devenu le meilleur témoin. Pour prouver que la vie du héros invincible Nice n'est pas aussi propre qu'elle en a l'air, et qu'ils essaient de bien maquiller toutes ces poudres et bourdes. Et si la confiance donne le pouvoir au héros, la peur et la frustration deviennent le moteur du pouvoir des méchants. Et ce type était vraiment rempli de peur. Après tout, c'était un homme d'affaires, et sa plus grande peur était la faillite. Et encore plus si on lui reproche le fait que l'un de ses employés se jette dans le vide. Ce pouvoir est représenté par une substance noire qu'il peut transformer à sa guise en différents objets assez dangereux. Et on peut le voir lorsqu'il tue précisément toute la salle. Le prota sent que sa force est consumée par cette peur, et même s'il esquive toutes les attaques sans problème, les fans de TikTok n'en peuvent plus d'excitation. Voyant que son rival n'abandonne pas et qu'il doit protéger sa copine, Moon commence à affaiblir ses attaques. Pendant ce temps, la peur ne cesse de grandir chez son rival, surtout en se rappelant tout ce qu'il a perdu et qu'il a presque poussé à sauter du bâtiment. Il utilisera donc ses dernières forces pour achever le héros. Nice essaie d'avoir l'air confiant, mais il se rend compte qu'il n'a plus de mouvement de superstar et en plus, il ne semble même pas affecter son rival. Au final, il se mange le plafond d'un seul coup. Pendant ce temps, il se souvient qu'il y a quelques jours à peine, il n'était qu'un humain ordinaire, avec une vie sans intérêt. C'est une chose que la peur exploite pour affecter son esprit. Cependant, il lui reste une raison de se battre. Cette femme autrefois illusoire, mais désormais bien réelle. Et même s'il est vrai que sa vie est très ordinaire grâce à ce monde où les héros dépendent de la confiance, même d'un don. Personne ne peut enfreindre les règles et devenir puissant en affrontant un rayon laser de son rival. D'un coup de poing, il l'assomme et maîtrise la situation. Cela est considéré comme une tentative de terrorisme. Pendant ce temps, Knight réalise qu'il ne doit pas seulement prétendre être le héros le plus puissant de la planète, mais aussi s'y habituer. Donc, pour le moment, la blonde est tranquille et décide de l'emmener au Hall des héros, un immense bâtiment où se trouvent les êtres les meilleurs et les plus puissants. Plus ton rang est élevé, plus tu vivras haut, avec tous les grands luxes que cela implique. Cependant, le prota doit réaliser que personne ne le traite bien parce qu'il est Link, mais parce qu'il remplace Nice. Une personne qui, il y a seulement quelques jours, a décidé de mettre fin à ses jours avec une motivation qui devait être très forte et bien trop sombre pour laisser derrière elle tant de luxe et de reconnaissance. Et en arrivant tout en haut dans sa chambre, on sent l'argent, la tranquillité. En allant se coucher, il réalise qu'il ne pourrait pas être mieux accompagné avec sa nouvelle petite amie magnifique et sa vie parfaite. S'il n'y avait pas ce tout petit détail que, lorsqu'il se tourne pour la regarder, la femme est morte. C'est l'histoire d'un héros ordinaire, mais pas tant que ça. Ainsi se termine ce premier épisode exceptionnel, une série chinoise en association avec le Japon, à ne pas manquer. Surtout avec la popularité actuelle de ces histoires. Le rythme est exceptionnel et unique en son genre, cette série se démarque et mérite d'être visionnée intégralement. Elle est disponible sur plusieurs plateformes, y compris Bilibili et Crunchyroll. Comme ça, vous pourrez la suivre facilement. Selon moi, ProHU, elle offre une histoire qui peut très bien évoluer et c'est Animation Brothers avec divers styles, animés par différents studios. Je trouve que ce que font les Chinois est complètement fou. Regardez-la, profitez-en et abonnez-vous à ma chaîne, car chaque semaine, dès que les épisodes et les vidéos seront publiés et soutenus, bien sûr, je mettrai la vidéo à jour instantanément pour vous. Écoutez, cet opening et cet ending, ils sont délicieux. Pour ma part, c'est tout. J'espère que vous appréciez l'activité sur la chaîne avec ces nouvelles séries chinoises, dont j'ai déjà présenté plusieurs dans les dernières vidéos. Les liens seront dans la description. Merci pour votre soutien, et comme l'a dit mon père, je vous laisse.